ouais, elle a été super violente ce jour-là, hein, des coups de poing et tout. Enfin, vraiment, c'était Ouais. quelque chose, tu vois. Je me projetais pas en tant que femme, je me projetais pas en tant qu'épouse, en tant que mère. Surtout quand tu es jeune et noir, en fait, on te laisse pas vivre ta jeunesse. Donc, c'était soit la transition, soit la mort. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre format témoignage où j'invite ma communauté à venir nous raconter un petit peu son histoire de vie, par quoi elle est passée. Et aujourd'hui, on accueille Jacob. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Oui, ça va super, merci. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie? Alors, du coup, je m'appelle Jacob, j'ai 19 ans, je suis étudiant en droit et je suis aussi créateur de contenu et à côté de ça, je suis une personne trans. Ok, c'est un truc que tu dis directement quand tu te présentes Alors, sur les interviews, oui, Oui. mais sinon, aux gens comme ça dans la vie de tous les jours, non. Non, t'as pas tendance à le dire. C'est un truc que tu gardes plus pour toi ou c'est tabou ou pas du tout? C'est quelque chose que tu arrives à aborder facilement? Alors, pour moi, c'est pas tabou. Maintenant, je pense que tout le monde n'a pas forcément à le savoir, Ouais. surtout si je connais pas vraiment la personne, parce qu'elle peut être, je sais pas, violente, pas cool avec ça et tout, tu vois. Ouais. Donc, j'attends en général de connaître la personne et si je suis assez à l'aise, je le dis. Et ça fait combien de temps que tu fais ça sur les réseaux? Là, je suis sur les réseaux depuis 2020. Ok. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qu'il fait, surtout si le sujet vous intéresse. Jacob, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ton enfance, dans quel contexte tu as grandi. Alors, moi, j'ai grandi à la base dans le 95 avec mes deux parents. Et puis, un peu plus tard, je crois que j'avais 5 ans, ils ont divorcé. Après, ma mère a eu un emploi dans Paris, dans un beau quartier en plus, donc on ne respire plus. Mais du coup, oui, après, c'est passé crème. Enfin, le seul souci, c'est que quand tu arrives en tant que personne noire dans un quartier un peu chicos, Ouais. bah, les gens sont très racistes. Tu vois, donc, Tu l'as vraiment ressenti, ça? Ah oui, oui, Ok. oui. Vraiment, il fallait se faire petit le plus possible parce que les gens sont racistes, quoi. Ok. Même à l'école, tu veux dire, à l'école, quand tu allais faire tes courses, tu le ressentais à quel moment? Alors, c'est surtout à l'école, en fait. Ouais. Tu vois, parce que les gens me disaient, ouais, mais t'es noire, t'as la couleur du caca, je joue pas avec toi. Tu vois, Ah des ouais. trucs comme ça. Du coup, ouais, j'étais assez isolé. En T'avais plus, quel âge à ce moment-là? alors, je suis arrivé dans le 16e à 7 ans. Ah ouais, ok, Ouais. quand même, ouais, jeune. Donc, ouais, les gens, ils étaient quand même pas très sympas. Et puis, pareil pour mon genre, en fait, parce que tu vois, j'étais un peu quelqu'un de masculin, mais on savait que j'étais une fille. Et du coup, c'était un peu bizarre pour eux et ils voulaient pas jouer avec moi. Enfin, bon, c'était. Ah ouais, dès petit, t'avais déjà ce côté où on pouvait t'assigner un genre plus masculin. Ah oui. Ouais. Depuis toujours. Mais je sais que quand je suis arrivé précisément dans Paris, tu vois, pendant le déménagement, ma mère m'avait mis au centre aéré. Mhm. Et quand je suis arrivé, il y a des petites filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit, mais t'es une fille ou un garçon? Tu vois. Ah ouais, directement. Voilà. Et là, pour la première fois, j'ai dit, bah, je suis un garçon. Tu Ok. vois. Et en fait, elles ont dit, ok, elles sont reparties, mais c'est tout. Et j'ai trouvé ça, genre, génial. Ouais. Parce que c'était pas de questions, c'était juste, tu nous dis ce que t'es et c'est ok et on se casse. Tu vois. Ok. Donc, ouais, c'était cool. Ouais. Tes parents, ils avaient remarqué aussi qu'il y avait ce côté chez toi où t'aimais peut-être plus être assigné à un garçon qu'à une fille. Moi, on m'appelait un peu le garçon manqué de la famille, Ok. tu vois. Mais en fait, il y a un truc aussi que ma mère m'avait dit déjà, c'est qu'elle aussi, elle était garçon manqué et que c'est pas pour autant qu'elle a fait une transition après, tu vois. D'accord. Donc oui, on me disait que j'étais garçon manqué, mais ça voulait pas forcément dire que j'étais une personne trans, tu vois, pour eux. Ok. Et tu le prenais bien quand on disait le terme garçon manqué? Moi, je pense que je le vivais bien, mais dans ma tête, je me disais, ouais, enfin, j'aimerais bien être juste un garçon, tu vois, pas un garçon manqué, tu vois. Ouais. Ouais. Et donc à ce moment-là, tu le ressentais déjà. Enfin, parce que du coup, pour le coup, je suis pas concernée. Donc ça a été inné pour toi dès toujours. T'as l'impression d'avoir toujours été un garçon? En fait, oui et non, parce qu'en fait, avant que j'arrive dans Paris, en fait, on s'en foutait un peu, tu vois, quand je vivais dans le Ouais. 95, tu vois, quand t'as 4, 5 ans, 6 ans, on s'en fout, on veut juste jouer, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, en grandissant, du coup, on va t'imposer tu sais, un peu des normes, tu vois, on va te dire, ouais, mais non, là, t'es une fille, donc il faut que tu te comportes comme ça, que tu fasses ci, tu fasses ça. Et bah, moi, en fait, j'étais un peu détaché de tout ça, parce que pour moi, enfin, on doit tous faire les mêmes choses, tu vois, il n'y a pas d'histoire de fille, garçon, on s'en fout, tu vois. Ok. Le fait qu'on me dise, enfin moi je sais que par exemple quand j'étais en primaire, donc dans Paris, je voulais jouer au foot, tu vois, Ouais. un truc normal. Et les garçons ils disaient non, je vais pas jouer au foot avec une fille, tu vois.
Et je leur dis, si, mais je vais jouer en fait, j'ai envie de jouer, je vais jouer. Et ils sont tous sortis du terrain. Ah et je ouais. me suis retrouvé tout seul sur le terrain avec la balle. Ok. Et voilà. Tu me disais que du côté de ta famille, ça allait dans le sens où ils disaient que voilà, si tu étais garçon manqué, pour eux, ils ne voyaient pas le mal. Est-ce qu'à un moment donné, ton identité, elle a commencé à poser problème? Je pense que c'est vraiment vers mes 15 ans, Ouais. parce que j'avais un style très masculin. Et Ok. tu vois, ma mère voyait en fait que normalement, quand t'es garçon manqué, ça s'arrête un jour, Ouais. tu vois. Elle avait l'impression que ça finissait jamais. Donc, ouais, c'est vrai qu'elle me disait, un jour, elle m'a dit, mais pourquoi tu te travestis, tu vois. Elle avait compris parce qu'en vrai, moi, j'avais une poitrine qui était assez forte à l'époque. Ouais. Et du coup, je mettais des gros sweats, je mettais des gros pantalons. Le but, c'était de me camoufler le plus Ouais. possible, tu vois. Et je pense qu'elle l'a compris au bout d'un moment, tu vois. Ok. Donc, ouais, ça déjà, c'était compliqué. Et du coup, ta relation avec ta mère, elle était comment C'était pas très simple, pas très safe, surtout. Tu vois, c'est pas le genre de personne avec qui je peux m'asseoir et parler de tout. C'était plus une personne qui me faisait peur. Et pareil, quand je faisais des bêtises ou que j'avais des problèmes, je pouvais pas lui en parler. Parce Ok. qu'en fait, je savais que j'allais avoir encore plus de problèmes si je lui en parlais, tu vois. Donc, j'essayais un peu de gérer ça tout seul. Donc, tu as fait ça jusqu'à tes 15 ans. Et c'est quand que tu as commencé la démarche de la transition? Comment t'es venue l'idée de vraiment passer le cap? C'était beaucoup de souffrance en fait, beaucoup de souffrance. Et pendant le confinement, j'ai tapé garçon dans un corps de fille sur internet parce que c'était vraiment ce que je ressentais. Et j'ai eu des articles en fait sur la dysphorie de genre, tout ça, j'ai rien compris. Ouais. Et puis. Juste un petit rappel, la dysphorie, c'est quand tu te vois pas comme tu es dans ton corps. Oui, alors tout le monde a un peu sa définition de Ouais. la dysphorie de genre, mais en fait, pour moi, c'est surtout quand on t'assimile un genre qui n'est pas le tien et D'accord. que ça te crée une souffrance. Donc ça peut être lié à ta poitrine, ça peut être lié à ton entrejambe, ça peut être lié à ta voix, ton visage. Ok. Et c'est ça en fait la dysphorie. Pour te donner un exemple, moi par exemple, quand dans le métro, on me demande, avant ma transition, on me demande oui, c'est quelle ligne qu'il faut prendre. Je fais mine de ne pas avoir entendu parce que je ne pouvais pas parler avec la voix que j'avais avant. Tu vois, je n'étais pas à Ah, l'aise. tellement, ok, d'accord. Parce qu'en fait, tu sais, les gens arrivent, ils disent bonjour monsieur et tu parles bonjour madame. Tu vois, et c'est chaud. Donc, tu m'as dit que c'était surtout beaucoup de souffrances. Mhm. Ces souffrances, elles étaient dues à quoi précisément? Au fait qu'on ne respecte pas forcément mon identité, au fait de ne pas pouvoir parler de mon identité, au fait de ne pas avoir la facilité de juste vivre ma jeunesse. En fait, c'était lié à plein de choses, hein. Même ma mère, tout ça. Le fait de savoir que je ne pouvais pas lui en parler. Et puis tout ce qu'il faut gérer quand on est une personne trans. La paperasse dans tous les sens. C'est vrai. Non, c'est horrible, c'est horrible. Franchement, moi, il y a vraiment des fois où tu sais, je traîne sur des trucs et si tu n'es pas un peu aidé par des proches ou par des professionnels, c'est compliqué. C'est vrai. Parce que vraiment, c'est le nombre de papiers qu'il faut faire, c'est un truc de ouf. Surtout en France, ça doit être encore voilà. plus Déjà, compliqué. On est en France, Ouais. en plus, t'es trans, non, c'est chaud. En plus, t'es noir. Non, mais laisse tomber. Et justement, le fait d'être et noir et trans, est-ce que tu trouves que ça a compliqué ton parcours? Oui, et de tous les côtés parce que tu sais, je suis à l'intersection en fait entre deux communautés. Et le souci, c'est que dans la communauté LGBT, il y a des gens qui vont être racistes. Et dans la communauté noire, il y a des gens qui vont être LGBT-phobes. Donc quand tu es là, comment tu fais? Tu vois, et c'est ça le souci et c'est ça qui, je pense, m'a fait le plus de mal, c'est que quand je faisais des interviews et qu'on voyait que j'étais noir, et ben, c'était tout le temps ouais mais la honte, tu fais la honte aux noirs, etc., tu vois. Ouais, c'est les remarques que tu lisais en commentaire. C'est ça, et je trouve qu'il n'y a jamais il y a pas de solidarité en fait entre personnes noires et c'est dommage. Ouais, et puis surtout quand tu dis tu fais honte aux personnes noires, en fait c'est une phrase, on dirait que en tant que personne issue d'une minorité, directement tu as une responsabilité comme si tu devais porter tout le poids de la communauté sur tes épaules, alors que pas du tout, tu restes un être humain en fait, quoi qu'il arrive. Et c'est pas parce qu'une personne noire agit d'une certaine manière qu'il faut légitimer le fait qu'on puisse dire « Ah, les noirs, ils sont tous pareils, ils font tous ci, ils font tout ça ». Justement, ça aussi, quelque part, c'est une forme de racisme. Et pour moi, c'est hyper important de s'en défaire. En fait, ils me prennent un peu pour leur porte-parole, tu vois. Dès que tu es sur un peu les réseaux, tout ça, il faut bien te tenir parce que tu es noir, donc tiens-toi bien parce que tu représentes tout le monde. Et en soi, c'est triste parce que ça se comprend d'un côté parce qu'il y a beaucoup de personnes non racisées qui se basent vraiment sur des stéréotypes, tu vois. Donc quand tu arrives en tant que personne noire et que tu fais un peu n'importe quoi,
bah, les gens ils peuvent partir du principe que ouais, en fait, tous les Ouais, Noirs font ça, directement tu faire vois. le raccourci. Exactement. C'est vrai. Et du coup, ensuite, bah, tu m'avais aussi dit que tu étais passé par une phase de dépression. Mhm. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais en dépression? Je le sentais petit à petit que j'étais vraiment pas bien. C'est arrivé vers quel âge? Ça fait longtemps en soi, hein. Je crois Ok. que vers mes 9 ans, 9-10 ans. Ok. Parce que je me souviens que j'étais parti en classe verte avec ma prof et en fait, je pensais déjà à fuguer, tu vois, partir. Vu que ça y est, on est déjà loin de Paris, bah autant partir parce que de toute façon, j'ai pas envie de rentrer à Paris avec mes parents, tout ça, tu vois. Ok. Donc déjà, en fait, à la base, c'était fuguer pour fuir en fait, parce que j'en avais marre. Et puis après, c'est devenu pensée suicidaire, tout ça, tu vois. Ok. Et tu voulais fuir quoi? Les violences. Ouais. Les violences chez moi, le fait de ne pas pouvoir être en confiance, tout le temps dans la crainte. Parce qu'en fait, j'étais sous emprise. C'était vraiment une emprise en fait, tu vois. En fait, ma mère, elle a créé un truc pour que vraiment je sois dépendant d'elle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Et ça fait pas très longtemps d'ailleurs que j'ai réussi à sortir de son emprise. Ok. Alors que je vis plus avec elle depuis quasiment 2-3 ans. Et tu as des exemples de ce qu'elle faisait pour que tu sois sous emprise ou pour avoir l'ascendant sur toi? En fait, c'était beaucoup de menaces. Ok. Beaucoup de menaces tout le temps. Si tu fais pas ça, je vais faire ça, tu vois. Et elle m'expliquait pas vraiment en fait pourquoi elle attendait. Honnêtement, j'ai pas appris grand chose en fait en vivant avec elle, parce que quand tu interdis quelque chose à un enfant sans lui dire pourquoi, ça n'a plus aucun sens, tu vois. Donc du coup, il y a eu cette volonté de fuite de chez toi et à un moment donné, ça a explosé avec ta maman du coup? C'est ça. En fait, elle a fini par comprendre que j'étais lesbienne à l'époque, parce que en fait, c'est rocambolesque, mais en fait, c'est un jour où je devais aller voir la petite amie, tu vois. Et elle s'est dit, bon, c'est un peu bizarre, je vais fouiller dans son tel, tu vois. Et donc j'étais dans ma chambre, je me prépare et tout, et elle me dit, ouais, donne-moi ton téléphone, tu vois. Et moi, je commence à paniquer, je me dis, non, là, si elle voit les messages, je suis dans la merde, tu vois. Donc je me suis dit, vu qu'elle va le savoir, autant que je lui dise moi-même, tu vois. Je pense que c'était un peu mieux, tu vois. Donc je lui explique que, voilà, bah écoute, là, je vais sortir, je vais voir une fille, on sort ensemble, tu vois. Et je lui dis, je suis bisexuel, j'aime les filles et les garçons. Et elle me dit, ok, mais c'est qui ton mec du coup? Et je lui dis, bah, je suis bisexuel, mais je sors pas avec deux personnes en même temps, tu vois. Mais ça, elle comprenait pas. Et puis un peu plus tard, je me souviens que la nuit, elle est venue dans ma chambre et elle m'a dit, oui, bah écoute, je t'aime, je suis fière de toi, tu seras toujours mon enfant, machin et tout. Et puis après, quelques jours après, je pense qu'elle en a parlé à la famille et changement de comportement, donc ouais, c'était chaud. Ah ouais? Donc en fait, au début, c'était pas du tout un problème et dès qu'il y a eu... Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête exactement. Mais en tout il y cas, a eu un revirement que t'as pas compris. c'est ça, en fait. Je pense qu'elle a vraiment été choquée. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'attentes de moi, beaucoup de projets sur moi. T'es l'aîné? Oui, oui, oui. Ouais. Bah, à la base, je suis enfant unique. Mon frère, il est né en 2017, tu vois. Non, donc c'est très récent. Ok. Et du coup, tu m'avais aussi expliqué qu'à un moment donné, tu es arrivé en foyer. Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as quitté chez toi pour aller en foyer? Quand ma mère a su que j'étais une personne trans, elle a été très très violente, de plus en plus en fait. Avec les mots ou aussi physiquement? Physiquement aussi, en fait. Tu vois, en fait, j'ai un cousin, il a envoyé en fait mon compte Twitter où je parlais de ma transition, etc. Il l'a envoyé à mon père. Et mon père, au lieu de m'en parler, il l'a envoyé à ma mère. Et du coup, ce jour-là, ma mère, elle rentre à la maison. Et puis, elle dit, écoute, bon, bah, il faut que je... Elle dit à mon beau-père, oui, occupe-toi du petit, donc mon petit frère. Il faut que je parle à mon enfant. Donc, je me dis, bon, chelou, mais ça devrait bien se passer, tu vois, je sais pas. Et en fait, elle rentre dans la chambre, elle ferme la porte à clé et elle me frappe. Mais vraiment, genre, elle prend tout ce qu'elle trouve et elle me jette dessus. Elle a cassé même mon iPad, tu sais, comme ça, elle tapait sur la table. Enfin, c'était... Et tu sais, mon iPad, c'était un peu toute ma vie parce que bah, j'écrivais dessus, je faisais plein de choses dessus. C'était un peu mon exutoire, tu vois. Et, donc même elle, en fait, elle se servait de trucs dont elle savait qui étaient importants pour toi, pour t'atteindre. Ouais. Exactement. Ok. Et ouais, elle a été super violente ce jour-là, hein, des coups de poing et tout. Enfin, vraiment, c'était quelque chose, tu vois. Et à partir de là, je me suis dit, non, là, franchement, il faut que j'en parle, tu vois. Parce que si on continue comme ça, un jour, elle va me tuer, tu vois. Et donc, j'en ai parlé à mes amis qui ont contacté du coup le 119, c'est SOS Enfance. Et puis après, on a eu une enquête, machin et tout. Et après, j'étais placé en foyer. Ok. Et du coup, quand tu es arrivé en foyer, comment ça s'est passé? Alors moi, il faut savoir que j'ai été placé dans un foyer pour garçons. À ce niveau-là, on peut se dire que tout va bien, tu vois. Sauf qu'en fait, quand tu arrives dans un foyer de garçons en tant que personne trans, bah, le problème est toujours là. Tu vois. Parce que eux, pour eux, bah, ils ne te voient pas forcément comme un garçon, ou bien ils ne sont pas forcément informés, ou bien, enfin, tu vois. Du coup, les foyers ne sont pas mixtes ou il y en a qui le sont?
Peut-être qu'il y en a qui le sont, mais en tout Ok. cas, nous, c'était vraiment que des garçons. Tu D'accord. vois. Donc, ouais, je ne sais pas du tout. Mais ouais, c'était compliqué. Même les éducateurs, ils n'étaient pas du tout formés sur les questions de transidentité, de dépression. Donc, ils étaient assez violents avec moi, verbalement. Parce que tu vois, il y a une période où j'étais tellement mal que j'arrivais pas à aller en cours. Et donc, tu sais, ils venaient dans ma chambre le matin en mode putain, mais t'es encore en train de dormir, tu fais du tourisme scolaire et tout. Pourquoi t'es encore dans ton lit et tout. Et moi, j'étais là, genre, je vais juste mal en fait, tu vois. Ouais. Donc, c'était compliqué. Ouais. Mm. Ok. Et puis il y a eu aussi un truc un peu grossophobe aussi parce que tu sais, il y a eu la rentrée et puis ils ont inscrit tout le monde à des sports, tous les jeunes. Ok. Et donc moi je me dis bon, ok, bah peut-être que moi aussi ils vont m'inscrire, tu vois, j'attends un peu. Et en fait j'arrive début octobre, je leur dis bon bah moi aussi je veux faire du sport, tu vois. Et ils m'ont dit ah non mais de toute façon toi t'es trop gros pour faire du sport. Et en fait Ah j'ai pas ouais. compris comment je suis censé être moins gros si vous m'interdisez de faire du Ben, sport, tu vois. totalement, c'est tellement pas logique, Mais mais… en fait, je pense que c'était un foyer qui ne voulait pas vraiment investir pour moi, tu Mm. vois. Et j'avais même un éducateur qui faisait d'autres remarques. Oui, alors, tu sais, on mangeait un truc et tout, je sais pas, c'était assez fort et tout. Il me regarde, il dit, ah, mais ça, c'est pas pour les fillettes. Tu vois, des trucs comme ça. Mm. Donc, ouais, non, c'était chaud. Ok. Et du coup, tu es resté combien de temps dans ce foyer? De mai 2021 à décembre 2021. Ah ouais, ok, donc ouais, vraiment pas longtemps. Ouais, non, franchement, j'en avais marre. Ouais. Ouais, Et c'était du- déjà trop. Ouais. Mm. Et du coup, quand tu es parti, tu es retourné vivre chez tes parents? Oui, je suis retourné vivre chez mon père, du coup, parce que ma mère ne voulait pas me récupérer. Et le pire, c'est qu'elle m'a vraiment laissé dans la galère parce que elle me soutenait pas, et même financièrement. Enfin, tu vois, donc j'étais que chez mon père. Ouais. Ok. Et ton père, lui, il le vivait comment, la situation? Mon père, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Donc en réalité, je pense que ça a dû le saouler un peu, Mm. mais j'ai pas plus d'infos que ça parce qu'il Il parle te pas. l'a pas fait ressentir, en tout cas. Alors au début, j'ai senti que ça le saoulait quand même que je vive chez lui. Ok. J'avais l'impression d'être un peu De trop? de trop, et puis surtout, il y a ce stress permanent où tu te dis, ok, mais là, si je fais un truc pas bien et qu'il me met dehors, je vais où? C'est vrai. Tu vois? Mm. Et c'est ça en fait, c'est que parfois il me faisait ressentir que ouais, enfin, c'est comme ça et si t'es pas content, bah tu sors quoi. Mm. Tu vois? Donc, Ok. mais maintenant ça va mieux, il le fait plus, hein, mais au début c'était chaud. Et du coup, tu avais déjà commencé ta transition à ce moment-là? Oui, j'avais commencé les hormones en cachette du coup, Ok. depuis février. Et je suis sorti en décembre. Donc, tu avais quel âge quand tu as commencé? 16 ans et demi. Ok. Quel a été le déclencheur pour que tu commences ta transition? Alors le déclencheur, c'était vraiment en fait le fait de ne pas réussir à me projeter. Ok. Tu vois, parce que je me projetais pas en tant que femme, je me projetais pas en tant qu'épouse, en tant que mère. Enfin, pour moi, c'était juste, tu sais, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'avenir parce que c'était pas moi en fait. Ok. Tu vois, pour moi, il n'y avait pas d'avenir parce que c'était pas moi. Je me voyais pas faire semblant en fait toute ma vie, tu vois. Mm. Donc c'était soit la transition, soit la mort, genre rien Ouais. en fait, tu vois. Ok. Et du coup, quand tu as démarré ta transition, tu sens que ça t'a aidé psychologiquement? Ça m'a aidé un peu, mais en fait, le fait de ne pas être soutenu par mes parents, c'était un peu difficile parce que c'est un gros changement. Ouais. Et ça aurait été cool qu'ils soient là, que même des membres de ma famille soient là, tout ça. Mais du coup, j'ai dû faire ça tout seul avec mes amis et c'est tout. Ok. Et tu as pu avoir un soutien psychologique ou psychiatrique ou pas? Oui, j'ai toujours été suivi à la base pour la dépression. D'accord. Mais c'est vrai que bah, du coup, on a juste inclus tu sais, les questions de la transition. Ouais. Et ouais, ça va. Ok. Et ta dépression, aujourd'hui, tu arrives à dire que tu en es sorti ou pas encore? Bah, moi, j'ai toujours un peu peur de dire que j'en suis sorti parce que pour moi, les rechutes, ça arrive, tu vois. En fait, j'arrive même pas à définir à partir de quand on peut dire qu'on n'est plus en dépression, tu vois. Mais oui, on peut dire ça, enfin, ça va mieux en tout cas. Ça Ouais. va vraiment, vraiment mieux, là, ça n'a rien à voir. Et du coup, quand tu l'étais, c'est vraiment que… c'est constant, c'est-à-dire que constamment, tu as du mal à sortir de ton lit, tu bois du noir, tu as envie d'être tout seul. Cet état-là, il est constant ou c'est des phases, genre des phases où ça va et puis d'un coup, ça va pas Alors avant, c'était vraiment, j'étais très très mal, tu vois, j'étais dans mon lit, dans le noir tout le temps, je n'ouvrais pas mes volets. Ok. C'est à peine si je descendais manger, ou bien parfois je mangeais trop parce que j'étais pas bien, donc il fallait que je mange à fond, tu vois. J'écoutais de la musique, je pleurais toute la journée, je pense j'avais des pensées suicidaires, c'était très compliqué. Ouais. Et c'est le soutien psychologique qui t'a aidé à sortir de cette phase-là? Honnêtement, je pense pas. Ouais. Je pense pas parce que la première équipe qui m'a suivi était vraiment pas ouf Ok. du tout. Et puis surtout, ils font pas grand-chose, honnêtement. Je pense que le plus gros travail doit venir de soi.
Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé vraiment à me documenter là-dessus, D'accord. sur la dépression. J'écoutais des podcasts, je faisais un peu de tout pour comprendre des choses et évoluer là-dessus, tu vois. Et même là, à l'heure actuelle, c'est ça qui m'aide. t'aide. Ouais. Et justement, toi-même, tu as dit que tu avais besoin de te documenter, regarder des podcasts et tout. Est-ce que tu n'as pas eu justement un souci de représentation aussi en grandissant? Le fait que justement, tu as subi toutes sortes de discriminations, le fait d'être une personne grosse, le fait d'être transgenre, le fait d'être un homme noir, tout ça a dû faire aussi qu'en termes de représentation, ça a dû être compliqué. Tu as dû te dire que tu étais tout seul. Ouais, je me suis senti très seul, hein. Ouais. Honnêtement très très seul, personne à qui vraiment s'identifier. Et puis même quand tu as 16 ans, c'est important en fait de voir des gens à qui tu peux t'identifier, avec qui tu peux parler, tout ça. Mais bon, après, voilà, j'ai réussi à trouver quelques potes trans et noirs. Ok. Donc ça, c'est cool, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et justement, la volonté de t'exprimer sur tes réseaux, c'est parti de ça aussi? C'est ça, en fait. Je me suis dit, la difficulté que j'ai eue, ce serait bien que les autres ne l'aient pas, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais faire du contenu où je vais parler de mon vécu de personne trans et noire et montrer surtout aussi que ça existe, en fait. Ouais. Et tu as senti que ça aidait, qu'il y a eu des personnes qui sont identifiées à toi? Oui, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui étaient vraiment rassurés de voir des personnes noires en parler, même des parents noirs d'enfants trans, enfin, tu vois. Donc, ça, c'est juste énorme. Je trouve ça magnifique, en fait. C'est vrai que je trouve dans la communauté noire, il y a beaucoup cette idée que les problèmes de santé mentale, c'est plus des problèmes, on va dire, de blancs, la dépression, c'est plus un problème de blancs, etc. J'en ai déjà parlé aussi avec d'autres personnes qui sont venues ici. Toi, c'est vraiment quelque chose que tu as ressenti, ce truc de t'es noir, donc tu n'as pas le droit de souffrir, en tout cas mentalement? En fait, quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que surtout quand tu es jeune et noir, en fait, on ne te laisse pas vivre ta jeunesse. Ouais. Il y a toujours un tas de choses auxquelles tu dois faire attention. Que ce soit ton comportement, pour pas qu'on dise que tu es un bandit, que ce soit ta santé mentale, pour pas qu'on dise que ça n'existe pas ou que tu es fou, que machin. Ton genre, ton attirance, parce que va penser la famille, machin. Tu vois, en fait, donc au final, ça nous laisse même pas l'espace pour explorer et être vraiment qui on est, quoi. Ouais. Tu as commencé ta transition, du coup là, ça fait 3 ans maintenant? Ouais, ça va faire 3 ans là. Ça va faire 3 ans. C'est par quel biais que tu as pu faire ta transition? Alors, pour commencer, les hormones, il y a 3 façons. Il y a les comprimés, il y a le gel et les injections. Ok, donc le gel, c'est-à-dire? Le gel, en fait, c'est vraiment un gel que tu mets sur la peau, et que tu frottes comme ça et ça rentre dans ta peau et c'est des hormones, quoi. Ok. Et ça marche mieux que ce qu'on pense. Ah ouais? Je sais qu'il y a un moment où j'en prenais et incroyable. Je ne pensais pas qu'un gel pouvait vraiment faire cet effet, mais après, le problème avec le gel, c'est que ce n'est pas remboursé. Et ça, c'est un gros souci, c'est que le flacon, il est à 80 €, tu vois. Et donc, on est à un flacon par jour, enfin par mois, pardon. Ok. Donc, ouais, c'est un budget, ouais. C'est un budget. Et c'est pire avec les injections parce que nous, on a l'androtardil qui est remboursé, mais il y a d'autres formes d'injections qui sont tous les 3 mois, par exemple. Ok. Donc, l'espace est plus… Voilà. Mais l'ampoule, elle est à parfois 190, 200 €, tu vois. Donc 200 € tous les 3 mois. Bon, on peut se dire que ça va, mais quand tu es précaire, c'est compliqué. Toi, tu es sous forme d'injection. C'est ça. Et là, c'est remboursé. Ouais. Mais c'est à quelle fréquence que tu dois les faire? Toutes les 2 semaines, moi. Ok. Mais en fait, ça dépend de chacun, hein. C'est l'endocrinologue, le médecin qui s'occupe des hormones, qui définit en fonction de ton dosage de base en testostérone. Ok. Combien on te met, à quelle fréquence, etc., etc. Comment est le système de santé par rapport à ça? Ça s'est bien passé? Quand tu es parti voir des professionnels, tu as senti que tu étais accompagné quand même de manière correcte dans ta transition? Oui, au niveau de ma transition, dans l'ensemble, ça a été. Okay. Franchement, même s'il y a des professionnels qui sont un peu perdus parfois, ils restent quand même respectueux. Et j'ai jamais eu de situation où on me dit « Ah non, mais vous êtes vraiment bizarre », genre, tu vois. Ouais. J'ai jamais eu ça. Donc, à ce niveau-là, ça va. Ok. Et dans ton entourage, du coup, mis à part ta famille, au niveau de tes amis, de tes relations, même à l'école, le fait que de base, tu avais plus un corps perçu comme étant un corps de femme, puis passer à un corps d'homme, comment ça a été perçu autour de toi? Autour de moi, franchement, ça a été. Ouais. Parce que j'ai des amis qui sont super ouverts. Et ça, même, c'est important pour moi. Je ne traînerai pas avec des gens qui sont fermés d'esprit. Ouais. Et à l'école, franchement, ça se passait bien, notamment au lycée.
Je trouve que j'avais des classes toujours hyper soutenantes. Quand il y a des profs qui m'appelaient par mon ancien prénom, mes camarades disaient ah non mais c'est pas ça. Genre, tu vois, ils corrigeaient. Ouais. Et ouais, ça s'est vraiment bien passé en fait dans l'ensemble. Je pense que c'est vraiment les gens qui sont vraiment extérieurs qui sont un peu problématiques, quoi. Et justement, aujourd'hui, on entend de plus en plus de personnes qui ne veulent pas être assignées à un genre. Pourquoi est-ce que tu n'as pas juste voulu qu'on te dise bah, écoutez, maintenant je veux être un homme? Pourquoi tu as ressenti ce besoin de faire une transformation qui est physique alors qu'aujourd'hui, on va dire c'est possible d'être une femme? Enfin oui, c'est vrai, mais dans l'idée… Bon. Alors dans l'idée, oui. Oui, dans l'idée, oui. Mais dans les faits, quand tu arrives quelque part et que tu as un physique féminin, on ne va pas te dire monsieur. Tu vois, même si tu leur dis oui, c'est monsieur, ils s'en foutent, tu vois. Mais du coup, c'est quand même un besoin, on va dire, de reconnaissance chez les autres? Pas forcément, en fait, parce que moi, c'est surtout pour être tranquille personnellement. Tu vois, moi, par exemple, l'opération de la poitrine, c'est un truc avant même de savoir que j'étais trans. C'était quelque chose que je voulais faire. Ok. Et je me souviens que je disais à l'époque, ouais, quand je serai majeure, je ferai une réduction mammaire. Ok. Parce que je ne savais pas que je pouvais tout enlever. D'accord. En n'ayant pas eu le cancer, tu vois. Et puis après, avec ma transition, tout ça, je me suis dit, bon, autant tout enlever, tu vois. Vu qu'on peut tout enlever, autant le faire, tu vois. Ok. Mais c'est même pas une question de reconnaissance, c'est juste que j'étais vraiment pas à l'aise avec cette partie de mon corps. Ouais, c'est vraiment ton corps que… En fait, je pense qu'il faut pas penser que les transitions sont forcément faites pour aller dans le sens de la société. Des fois, c'est juste des préférences personnelles. De la même manière que tu en as qui vont refaire leur nez. Toi, si tu as envie d'enlever tes seins, tu le fais, tu vois. Je vois, ouais. Ok. Après, il y a des gens qui le font pour leur genre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Ok. Et toi, tu penses que c'est vraiment ça, il y avait certains, parce que tu m'avais aussi parlé de ta voix, donc il y avait vraiment certaines caractéristiques physiques que tu ne supportais pas chez toi, du coup. Franchement, la voix, en fait, moi, la voix, par contre, c'était plus par rapport aux autres, tu vois. D'accord. Parce que c'était une manière d'avoir mon identité qui était respectée, en fait, tu vois. Maintenant, ma voix d'avant, bon, je l'aimais pas trop, tu vois. Je préfère largement celle de maintenant, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais… Et le changement de voix, il se fait par le biais des hormones, du coup? C'est ça, c'est je crois les 6 ou 8 premiers mois, ta voix, elle évolue. Et puis après, ça peut rechanger jusqu'à 2 ans d'hormones, tu vois. Mais moi, je pense que là, je suis déjà au max. Ah, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, là, imaginons que tu arrêtes de prendre des hormones, tu vas garder ta voix? Oui, la voix, elle change. Parce qu'en fait, les cordes vocales, elles s'épaississent. Ok. Donc, une fois que c'est fait… Donc, en fait, il y a quand même certains changements qui sont irréversibles. C'est ça. Mais tu vas quand même devoir prendre, du coup, des hormones toute ta vie. Alors, ça dépend, en fait, si la personne a fait l'hystérectomie, le retrait de l'utérus, ou pas. Parce qu'en fait… par exemple, admettons, tu as ton utérus et tu arrêtes la testostérone. Ton utérus, il reprend son travail et tu reprends les oestrogènes que tu crées naturellement. Mais si tu l'enlèves et que tu ne prends pas de testo, tu n'as plus d'hormones dans ton corps. Et ça, c'est pas bon du tout. Tu vois. Tu peux développer vraiment des maladies assez importantes au niveau des os, tout ça, parce qu'un corps a besoin d'hormones. Ah, d'accord, Donc, que ce soit œstrogène ou testostérone, tu mets ce que tu veux, mais il faut des hormones, tu vois. D'accord, ok. À long terme… par exemple, les injections qui sont plus espacées, ça te faciliterait quand même la vie, par exemple, qu'elle soit plus accessible, celle-ci? Oui, honnêtement, oui, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Et même pareil pour même le gel, en fait, parce que c'est cher. On ne devrait pas avoir à payer pour ça. Donc, on essaye de lutter un peu pour que ce soit remboursé, mais c'est compliqué, surtout que l'androtardil, là, qui est remboursé à l'heure actuelle, c'est en rupture depuis 1 an. Ah ouais? Donc en fait, on est là, on rôde dans les pharmacies pour trouver… Non, mais vraiment, c'est ça en fait. Ah ouais. Des fois, tu sais, l'après-midi, tu sors, tu te dis, bon, je vais chercher la testo. Tu peux faire 2 heures, tu tournes dans Paris, tu cherches des trucs. Si tu arrêtes la testostérone, il va se passer quoi? Si j'arrête la testostérone, là, à l'heure actuelle, mes règles peuvent revenir. Ok. Mais apparemment, la répartition des graisses aussi peut changer. Mais je pense que… je sais pas en fait. Pour moi, Mais de toute façon, je n'ai pas envie d'arrêter. Oui, bien sûr, non, c'était juste pour comprendre les changements que ça fait et sans les hormones, du coup, qu'est-ce qui va se passer, quoi. En fait, la pilosité, elle va se calmer aussi. Tes règles vont reprendre. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Parce qu'après la voix, ça reste pareil. Franchement, je pense pas qu'il y ait autre chose. Ok, d'accord. À travers les réseaux, quand tu partages tout ça par rapport à ta transidentité, tu as reçu du coup des commentaires de gens qui étaient beaucoup moins compréhensifs? Oui. Ou c'est assez safe comme… Non. En vrai, il y a des gens qui sont safe, hein. Honnêtement, il y a des gens qui sont safe. Maintenant, quand tu es sur TikTok,
Ouais. Instagram, ça va encore, mais TikTok, c'est bazardé. Hein. Ah ouais? Ah, c'est chaud. C'est chaud. Franchement, je me sens que quand je me suis lancé au début, c'était pas possible. Là, maintenant, je pense qu'ils ont capté qu'ils n'arrivaient pas trop à me déstabiliser par rapport à ça, donc ça va. Mais avant, c'était chaud. Ah ouais? Ok. Et ça va, tu l'as pas trop mal vécu? Enfin... Un peu quand même, hein. Un peu quand même, surtout que j'étais jeune, j'ai ouvert mon compte, j'avais 16 ans, tu vois. Donc c'est chaud, mais maintenant, ça me fait plus grand-chose. Ok. Et dans la rue, dans ton quotidien, ça va? Enfin, t'es pas forcément embêté par rapport à ça ou... Bah maintenant, plus du tout. Plus du tout? Plus du tout. Je fais même des... Parce que tu sais, j'ai changé mes papiers à l'état civil. Ça, c'était quelque chose aussi. Mais dans la vie de tous les jours, franchement, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien qui peut faire qu'on va me cramer, tu vois. Ouais, en soi, ma carte, tout est fait, ma tête, tout est fait. Ouais. Enfin, tu vois. Donc en soi, des fois même, je sais pas, je commence à travailler, tu vois, et je leur dis jamais que je suis trans. Ouais. Et ils n'ont pas besoin de le savoir, de toute façon, tu vois. Et ça met combien de temps à peu près pour finir sa transition? Alors en réalité, en fait, ça dépend. Ok. Il n'y a pas vraiment de durée en fait, tu vois, parce que en fait chacun prend son temps comme il tout le monde a un rythme en fait. Ok. Donc honnêtement, tu sais, il n'y a pas de moment où tu te dis ouais 5 ans pour tout le monde, tu vois. Oui, je vois. C'est vraiment au feeling quoi. Et toi, tu considères que la tienne, tu l'as terminée? Oui et non. Ok. Oui et non parce qu'en fait là il me reste la phalloplastie à faire. Ok. Enfin déjà l'hystérectomie, il faut que je la fasse. Donc retrait d'utérus, phalloplastie c'est le pénis. Ok. Mais là, au point où j'en suis, pour l'instant ça va. Ok. Maintenant, je pense que le reste c'est juste du bonus en fait. Je sais pas si je considère ça vraiment comme une transition. Ouais. Pour moi, c'est plus un choix personnel. Esthétique et personnel, ouais. Ça, ouais. Ok. On dit la phalloplastie. C'est ça, phalloplastie. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'hommes trans qui passent pas forcément cette étape-là. Toi, c'est pour une question esthétique que tu veux le faire? Alors moi, c'est surtout pour la manière dont je me projette avec moi-même et dans ma sexualité aussi. Ok, d'accord. En fait, c'est surtout ça, c'est juste pour être plus à l'aise avec moi-même et avec les autres personnes qui auront à voir mon zizi. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi les rapports que tu as avec ta famille? Ils ont enfin compris qui t'étais? Alors, du côté de mon père, aucun souci. D'accord. Aucun souci. Même récemment, j'avais fait une interview avec mon grand-père. Ah. Je sais pas si tu avais vu. Non, je ne l'ai pas vu celle-ci. Bah, elle est sur mon compte. Ok, j'ai regardé. Et lui, pareil, il est super soutenant. Tu sais, c'est un peu le chef de la famille, tu vois. Donc si lui il me soutient, c'est bien. Tout le monde suit en fait. Ouais. Donc ça c'est cool. Du côté de mon père ça va, mais du côté de ma mère, voilà. C'est toujours compliqué. Franchement, bah eux, du côté de ma mère, ils vivent tous au Bénin. Bénin. Eux, c'est même en fait la famille. C'est pas que ta mère en elle-même, c'est même ah oui, c'est ma mère plus l'entourage, oui. Okay. Surtout qu'ils vivent au Bénin. Et bon, là-bas, c'est tu vois. Il y a eu des connotations un peu religieuses. Enfin, je sais que voilà, ça peut être aussi assimilé soit de la sorcellerie, soit au diable, des choses comme ça. On t'a fait ce genre de remarques? Moi, je sais que ma mère m'avait déjà dit que j'allais finir en enfer, que je voulais pas être sauvée, tu vois, des trucs comme ça. Mais sinon, après, dans l'ensemble, après, je sais que ma grand-mère, parfois, elle me dit oui, il faut que tu retournes à l'église, il faut que tu recommences à prier, machin. Mais prier, c'est dans un but que tu te rapproches de ta spiritualité ou dans un but que tu changes? Plutôt dans un but que je change, je pense. Parce que tu sais, quand ma mère a su que j'étais lesbienne, eh ben, elle m'a emmené chez un prêtre. Tu vois. Donc pendant 30 minutes, j'étais assis avec un prêtre, même plus de 30 minutes. Et le gars, il me racontait sa vie, que oui, c'est Adam et Ève et que il faut pas penser que tous les hommes sont mauvais. Je dis, mais j'ai pas dit que les hommes étaient mauvais, juste ils m'attirent pas plus que ça. Enfin, tu vois, ça s'arrête là. Et lui, il disait, oui, mais tu sais, Dieu attend que tu fasses des enfants et que machin et que ceci. Et pendant 40 minutes, il a essayé de me laver le cerveau, mais ça n'a pas marché en fait. Et justement, la question des enfants, c'est quelque chose. Enfin, t'aimerais avoir des enfants plus tard? Honnêtement, non. 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 Parce qu'en fait, mon expérience de la vie fait que mettre au monde un enfant qui n'a rien demandé, c'est pas forcément la meilleure des choses. Tu vois, je pense que il y a beaucoup de souffrances sur Terre, enfin c'est la merde ici, hein. Clairement c'est la merde. Et je pense que, en fait, faire un enfant c'est un peu égoïste. Ouais, t'as cette vision-là. De se dire, ouais, je vais faire un enfant parce que j'ai envie d'en faire ou parce que je trouve ça trop mignon. Mais en fait, tu le ramènes dans un endroit où c'est la merde. Et en plus, il y a des risques qui soient pas bien, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à être vraiment parents et qui font des enfants juste parce qu'ils en ont envie. Et ça, je trouve ça abusé. Ok. Ouais. C'est un peu en protection par rapport à toi-même, non? Comment toi tu l'as vécu? Oui.
j'ai l'impression, ouais, par C'est rapport à ton ça, éducation. et puis même, en fait, c'est une responsabilité qui va être sur toute ma vie. Et enfin, je sais pas. Après, je suis encore jeune, tu vois. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir des enfants, c'est pas forcément quelque chose qui me met vraiment à l'aise, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers le droit? C'était du coup une volonté de défendre? Enfin, ça vient d'où? Un peu des deux. Ouais. En fait, disons que c'est... En fait, alors il y a deux choses. Déjà, ça m'intéresse le droit. Je pense que avec ma problématique, mes problématiques d'ailleurs, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là pour aider les gens. Et puis aussi parce que j'ai été tu sais, dans les procédures avec ma mère. C'est vrai. J'avais une avocate qui me boostait vraiment, qui me disait ah oui mais faites du droit, vous avez vraiment la capacité de le faire et tout et tout. Et je l'ai écouté. Je l'ai écouté, je me suis inscrit en me disant bon, à voir, tu vois. Et en fait finalement je kiffe. Trop bien. Ouais, donc c'est génial. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ton témoignage. Franchement, t'es hyper à l'aise et tout pour discuter tout ça. Donc franchement, c'était hyper enrichissant. Je vous demanderai encore une fois un maximum de bienveillance en commentaire. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, c'est bon. C'est bon pour toi? Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Peut-être un petit mot quand même pour les personnes qui peut-être traversent la même chose que toi ou qui ne savent pas encore se situer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je leur dirais de prendre leur temps. De prendre leur temps, de s'assurer qu'ils sont en sécurité avant d'en parler, parce que ça peut vite mal tourner. Donc prendre son temps, s'écouter et se dire aussi que c'est OK de mal se sentir, que ça existe et que c'est pas parce qu'on est différent qu'on mérite rien, qu'on mérite de ne pas être aimé. Enfin, tu vois, donc juste se dire que ça vous enlève pas de votre valeur. Ok. Merci beaucoup, Jacob. Avec plaisir. Et du coup, j'espère que le témoignage vous a plu. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! I love you, girl. Follow, 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 follow me. Follow, follow. Come to me now. Follow, follow. Sweet Belinda. Follow, follow. Oh, yeah. Follow, 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 follow me. Follow.